Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. S'il n'était qu'un vil individu habitué à raconter des absurdités, personne ne prêterait attention à lui et cette émission n'aurait aucune raison d'être, sauf qu'il ne l'est pas du tout. C'est le général français François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, actuel grand chancelier français de la Légion d'honneur. L'homme, il y a quelques semaines, a jeté un pavé dans la mare en appelant la France et plus globalement les Européens à aller recoloniser l'Afrique, y compris par la force militaire. Une sortie médiatique jugée choquante par beaucoup, mais qui, au-delà de l'émotion, mérite qu'on s'y attarde. Qu'a voulu véritablement dire le général français? Dans son esprit à lui, les États africains ne sont-ils pas des sujets de droit international? Doit-on prendre ces menaces au sérieux? Trois invités avec moi pour en parler. Louis Georgetin, vous êtes le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. C'est un poste imaginé par l'Union africaine qui considère la diaspora comme représentant la 6e région du continent. Vous êtes universitaire, fortement engagé contre toute forme de discrimination et toute forme de racisme. Ancien président du CAN, Conseil représentatif des associations noires, et vous êtes également écrivain de plusieurs livres, dont Esclavage, esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire, publié aux éditions Stock, ou encore De l'esclavage aux réparations, les tests clés d'hier et d'aujourd'hui, publié aux éditions Les Petits Matins. Quand je vous ai invité à participer à cette émission, Louis Georgetin, vous me disiez que le continent africain a connu ces dernières années de grandes évolutions, de grandes mutations positives dont on parle très peu, et ce, sur les plans géopolitiques, sur les plans économiques et même sur le plan sociétal et démographique. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de votre invitation. Louis Georgetin d'avoir accepté notre invitation. Politologue, polyglotte, politiquement très engagé dans votre pays, le Cameroun, mais aussi sur le continent. Auteur de plusieurs livres, vous aussi, dont Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne, un livre adressé à la jeunesse du Cameroun, mais aussi à celle du continent. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Le village des nains, Claude Wilfrid et Kanga. Merci. Merci de l'invitation et c'est un plaisir. Francis Mouketo, politologue, vous aussi, par ailleurs chef d'entreprise, président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour décrypter les propos polémiques du général français François Lecointre. Merci mon cher Richard. Ces propos divisent. Pour les uns, il n'est qu'un général indélicat qui dit des contresens faux, rétorquent d'autres, et ils sont nombreux, pour qui la France n'aurait jamais confié l'encadrement de ses armées à un général qui a perdu la tête. Il faut donc prendre au sérieux, très au sérieux, ce que dit le général François Lecointre. Mais que dit-il concrètement? Extrait. Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées.
Claude Wilfrid Ekanga, février 2005. Le Parlement, du moins l'Assemblée nationale française, vote une loi sur les bienfaits de la colonisation, évoquant notamment la question de l'éducation. Une loi qui suscite un tollé et qui sera abrogée un an plus tard par le président Jacques Chirac. Août 2007, le président français Nicolas Sarkozy déclare publiquement à Dakar que l'homme noir, l'homme africain, n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Avril 2024, le général français François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, actuel patron, grand chancelier de la Légion d'honneur, appelle la France et les pays européens à aller recoloniser l'Afrique. On peut s'interroger sur le rapport qu'une partie de la classe politique, je précise, une partie de la classe politique entretient avec l'Afrique. Je veux dire, le rapport à l'Afrique et aux Africains. Oui, ça permet d'analyser, de revenir sur les analyses que nous avons faites ces dernières années sur la question où on a précisé qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre les peuples africains et les peuples européens. Il s'agit d'une aversion envers la politique européenne en Afrique, la politique occidentale de manière globale et la politique française en particulier. Parce que ce sont les politiciens, les décideurs qui nourrissent ce type de narratif où on est dans une logique, dans l'inconscient de la classe politique dirigeante en France ou en Occident de manière... Pas toutes. Oui, nuançons. D'une partie de la classe. Absolument. Oui, d'une partie de la classe pour être plus juste. Encore que certains vont le dire, d'autres non. On est dans une logique de supériorité. Même dans l'inconscient, il y a justement ce génome de la supériorité, de la paternité, en tout cas de la classe dirigeante européenne sur l'Afrique, où on se dit, ces gens-là, qui nous sont politiquement, idéologiquement, culturellement, historiquement, technologiquement inférieurs, ces gens-là qui ont beaucoup de problèmes, il est peut-être temps d'aller résoudre leurs problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi de 2005, qui, dans son article 4, revenait sur les bienfaits de la colonisation. On demandait d'ailleurs d'enseigner cela dans les écoles, d'insister sur les apports positifs de la colonisation auprès de la jeunesse française. C'est pour ça que je parle de la classe dirigeante qui veut inculquer cela justement à la classe d'en dessous, le peuple. Vous aviez aussi parlé ensuite de Nicolas Sarkozy, le discours de Dakar de juillet 2007 et maintenant de 2024 avec M. Lecointre. Mais on peut remonter plus loin. On avait Léon Blum à l'époque des colonies qui considérait que député français d'ailleurs et président du Conseil, qui considérait qu'il est du devoir des races supérieures de coloniser les races inférieures. C'était un projet très largement défendu par la gauche française à l'époque, et aujourd'hui, certains éléments de gauche comme certains éléments de droite vont continuer à véhiculer cette idée et à dire de manière plus ou moins voilée, oui, ces Africains ils ont beaucoup de problèmes dont il faut intervenir. Maintenant, dans l'analyse de M. Lecointre, il y aurait énormément à dire. Beaucoup de choses sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de rouvrir le débat. Absolument. Auprès de ceux qui disent, par exemple, que la colonisation aurait davantage coûté à la France qu'à l'Afrique. Et là, on peut se dire, mais pourquoi avoir une telle frénésie et vouloir aller dans une entreprise qui, selon leur propre dire, historiquement, leur aurait plus coûté qu'apporté? Il y a aussi certainement, on y reviendra plus au courant de l'analyse, mais une petite précision quand même avant de terminer cette introduction, c'est sur le volet démographique. J'aimerais juste préciser aux Africains du monde entier que l'Afrique n'a ni problème démographique ni problème de place. L'Afrique est certainement l'un des continents les plus sous-peuplés du globe terrestre et j'insiste, la superficie de l'Afrique est de 30 millions de kilomètres carrés. Il y a moins d'Africains aujourd'hui que de Chinois. L'Afrique a un problème de distribution, de l'exploitation et de la distribution de la répartition de sa population. Et jamais il y a un problème démographique. L'Afrique a au contraire, et même les Européens doivent en être conscients, un déficit démographique criard qu'il faudra résoudre dans les décennies à venir. Alors, c'est une problématique complexe, mais sur laquelle on reviendra, on retient de vos propos. Claude Wilfrid Ekanga qui persiste encore un complexe de supériorité dans l'imaginaire et dans l'esprit de certains responsables et politiques français, en tout cas dans leur rapport à l'Afrique et aux Africains. Louis-Georges Tin, s'il y a quelqu'un à cette table qui a consacré l'essentiel de sa vie
à la question coloniale et au crime du passé, c'est bien vous. Vous êtes d'ailleurs, je l'ai dit, auteur du livre « Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes du passé ». Mais vous ne vous engagez pas seulement par rapport à la reconnaissance des crimes liés à l'esclavage, vous vous engagez aussi par rapport à la reconnaissance des crimes qui ont pu être commis dans le cadre de la colonisation. Et voilà qu'un général français, mais pas des moindres, encore une fois, je l'ai dit, un général français, pour certains, il a perdu la tête, mais comme nous l'avons dit, la France ne pourrait jamais confier l'encadrement de ses armées à quelqu'un qui a perdu la tête. Que penser de ce que ce général dit quand il demande à la France et aux Européens d'aller recoloniser l'Afrique? Je dirais qu'il faut reconnaître au général Lecointre, au minimum, un mérite. Il dit les choses comme il les pense. Face à tant d'autres qui sont colonialistes mais hypocrites, il est colonialiste mais franc. Oui. C'est une vertu dans le mal, si j'ose dire. Donc c'est intéressant. Dans un entretien il n'y a pas très longtemps, il avait dit les opérations extérieures de la France ne visent pas à défendre la démocratie, mais à défendre les intérêts français. Eh bien là aussi, j'applaudis qu'au moins ce cynisme nous permet d'établir les choses clairement. Voilà. Alors, sur le fond du dossier, j'aimerais dire, il songe à ce que les Français reviennent en Afrique, oui. Mais j'ai envie de dire, mais à quel moment les Français sont-ils partis de l'Afrique? C'est très intéressant ce que vous dites. Il me semble qu'il y a toujours des bases militaires en Afrique. Il me semble que la monnaie du franc CFA est toujours en Afrique. Les multinationales sont toujours là. Donc, je ne vois pas ce qu'il dit, en fait. Ce qu'il dit n'est pas une prophétie. C'est ce qu'on vit depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Donc ce monsieur, soit n'est pas au courant de la situation de la France en Afrique, soit essaie de nous faire croire que la France est partie, alors qu'elle est toujours là, et justement, c'est le problème. Car la présence française en Afrique n'est pas une présence qui vise au développement, mais qui vise à l'exploitation, et c'est bien ce que dit la jeunesse africaine. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit berné par les propos du général Lecointre. Le problème, ce n'est pas un problème à venir, un risque. Le problème, il est actuel. Existant, il est là. Il est là depuis très très longtemps. Mais les choses, à vrai dire, changent énormément. La jeunesse africaine, qui est extrêmement consciente, extrêmement mobilisée, on le voit un peu partout, proteste bruyamment et est de plus en plus efficace pour empêcher cette continuité de la colonisation. Donc, en réalité, on voit bien que le discours du général Lecointre vise à sauver les meubles plutôt qu'à essayer de réinstaller quelque chose. La présence française est de plus en plus contestée, elle est en déclin, et au fond, son discours cache mal une forme de panique coloniale. C'est-à-dire, nous ne sommes plus appréciés, nous ne sommes plus tout-puissants, il y a d'autres partenaires, l'Afrique ne dépend plus totalement de la France, j'ai envie de dire, et heureusement, et cela suscite en lui une forme d'angoisse. Et moi, je dois dire que ce discours, certes, m'indigne, mais d'une certaine façon, c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. C'est un signe des temps. L'Afrique n'est plus un territoire sur lequel on peut s'essuyer les pieds, et c'est ce que ce monsieur est en train de comprendre. Francis Moketo, il y a peut-être un troisième mérite qu'on peut reconnaître au général français François Lecointre. Il a été, nous l'avons dit, pendant de nombreuses années, chef d'état-major des armées. Donc, il connaît par cœur les capacités de l'armée française. Quand il dit qu'il faut que la France et les Européens se mettent ensemble pour aller recoloniser l'Afrique, y compris par l'engagement des forces militaires. On a vu avec la constitution des forces Takuba dans le Sahel, avant que le Mali ne leur demande de partir. Là aussi, on peut lui accorder une forme de sérieux, parce qu'il dit « seule la France ne pourra pas ». Si jamais ça se concrétise, il faut le concours des Européens. Donc c'est une troisième raison pour aussi le prendre au sérieux, en tout cas dans l'expression de la volonté qu'il partage avec la France et les Européens. Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une forme de déni de l'échec de toutes les politiques françaises en Afrique.
je vais juste dire que c'est de l'afro-pessimiste. Cette forme d'infantiliser, tout à l'heure, mon co-débatteur a parlé d'une forme hégémonique de l'Occident, puisqu'il veut associer l'Europe au retour, soit sur le plan politique ou sinon sur le plan par les moyens militaires. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, qui est en fait un corbeau qui est désigné par la jeunesse africaine. La France politique, c'est très important de le préciser à chaque fois. La France politique. Et même là encore, ce n'est pas eux tous. On n'a pas de problème avec les Français. Non, je parle de la France politique. Cette élite qui pense que finalement, bouté hors d'Afrique par le peuple africain, ces peuples qui aujourd'hui veulent prendre leur destin en main, qui veulent s'auto-gérer, 60 ans après les indépendances, quel bilan en tirer? Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que cet héritage a laissé des frontières qui sont des réelles passoires. Cet héritage colonial que les Africains ont reçu, ils ont laissé des institutions fragiles qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent pas et contribuant nécessairement à des conflits inter-États, des crises multidimensionnelles dans les États qui ne permettent pas l'évolution de ces États. Un afro-pessimiste dira que finalement, le développement acquis par les Africains n'est pas durable parce que les quelques progrès qu'ils ont pu avoir sont tellement fragiles qu'à chaque mouvement social, on peut remettre effectivement tout en cause. Alors, il faut repartir, recoloniser, prendre les Africains par la main pour leur montrer comment gérer. C'est infantilisant, c'est ce que vous êtes. C'est infantilisant, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et c'est inadmissible. Et c'est inadmissible. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est formée, formée politiquement, elle est connectée dans les réseaux sociaux. La jeunesse aujourd'hui voit la réalité des modèles de démocratie dans le monde entier. Et elle n'est plus dupe, elle est debout et elle ne peut plus se faire berner par une quelconque élite, quelle qu'elle soit. D'accord, mais nous imposerons dans cette émission la rigueur de ne pas penser, de ne pas laisser penser que les dysfonctionnements institutionnels en Afrique sont exclusivement du fait des Français quand il s'agit des anciennes colonies d'Afrique. On est d'accord. Il y a une grande part. Ben oui, mais il faut quand même... Dans le débat, d'ailleurs, on va l'examiner. Quelles sont les causes profondes de toutes ces dérives? Parce que le général François Lecointre a pointé du doigt la destruction des appareils de gouvernement, a pointé du doigt les difficultés climatiques qui peuvent générer des migrations massives vers la forteresse Europe. Il a parlé aussi de l'explosion démographique et j'ai vu que mon co-débatteur a pointé du doigt que l'Afrique est sous-peuplée. On reviendra sur cette question. Avec 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique a encore des espaces vierges où effectivement on peut y mettre des usines, on peut contenir cette jeunesse africaine qui... Mais moi j'ai envie de dire, lorsque le général affirme comment peut-on laisser tous ces problèmes en Afrique aux portes de l'Europe, moi j'ai envie de dire, est-ce que l'Afrique peut se permettre de laisser à ses frontières, à ses portes, un continent européen qui semble gangréné par l'extrême droite, et c'est l'actualité, et qui, par conséquent, menace l'Afrique et même le monde entier. Donc, vous voyez, les questions que pose le général Lecointre sont tout à fait réversibles. Elles peuvent aussi se poser dans le sens. Alors, ma remarque, je tenais quand même, puisque je m'impose toujours une forme d'objectivité dans mes émissions, je tenais quand même à le relever. Vous savez, le président rwandais, Paul Kagame, disait à l'occasion d'une interview, je le cite, « Si je vous disais que les Africains sont les seuls responsables des maux qui minent l'Afrique, je n'aurais raison qu'à moitié.
Ce qui veut dire, à contrario, que les Africains ont aussi à 50% leur part de responsabilité dans les problèmes de l'Afrique. Ça, on ne le dira jamais assez. Claude Wilfried et Kanga, très rapidement. Quelque chose peut paraître tout de même troublant. On rappelle quand même le contexte. Lorsque les États-Unis s'apprêtaient à envahir l'Irak, vous vous souvenez d'un certain Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies, évoquer le respect du droit international, les exigences du droit international et refusait donc que son pays s'associe à l'œuvre de déstabilisation de l'Irak. George Bush est parti quand même, ça c'est une autre histoire. Le contexte actuel, qu'est-ce qui se passe dans le contexte actuel? Il y a que la Russie a envahi l'Ukraine. Et au nom du respect du droit international, l'Europe se mobilise pour aller en aide à l'Ukraine, pour que l'Ukraine fasse respecter son droit à l'intégrité territoriale. Ce n'est pas curieux que dans le même temps, un officiel français émette le vœu que on aille recoloniser l'Afrique. Ça veut dire quoi? Que dans sa psyché à lui, il ne considère pas les États africains comme des sujets de droit international? Alors, c'est ce que l'on appelle dans l'Afrique authentique les guerres tribales européennes. C'est-à-dire, quand il y a un conflit sur le continent européen, nous laissons le libre soin aux Européens de le régler comme bon leur semble. Mais pour nous, les Africains, quand nous avons des problèmes en interne, on ne dit pas non à la coopération. Le droit international signifie nous allons chez ceux qui nous ont invités. Nous ne mettons pas les pieds là où on n'a pas voulu de non. Parce que lorsque la mission civilisatrice que nous sommes venus y apporter va générer plus de chaos que de solutions, il ne faudrait pas que quand les concernés vont se plaindre de notre arrivée impromptue sans invitation, nous leur disions qu'ils font de la victimisation, etc., etc. L'Afrique aujourd'hui actuellement a ses problèmes, évidemment. Les dirigeants africains ont une responsabilité certaine dans les problèmes que nous avons, mais la nuance dedans, c'est que les dirigeants africains qui avaient une vision africaine de la chose depuis le temps des colonies ont été assassinés avec le concours des puissances coloniales qui nous reprochent aujourd'hui de ne pas avoir des dirigeants fédérateurs, des dirigeants panafricanistes. Ce n'est pas faux. Qui ont une vision du développement. Nous avons au Burkina Faso Thomas Sankara, avec qui le Burkina Faso lorgnait sur l'autosuffisance sur les 4 petites années qu'il aura passé au pouvoir entre août 83 et octobre 87. On sait comment il a fini. Nous avons la volonté d'autonomisation de Sékou Touré en octobre 58 après l'indépendance de la Guinée-Conakry et justement le dégoût et la colère du général de Gaulle qui va lancer une incroyable campagne de sabotage sur le pays avec l'opération Persil qui est d'ailleurs inspirée d'une opération des nazis allemands en 1940 sur la Grande-Bretagne, l'opération Bernhard, où on a fabriqué en masse des fausses livres sterling pour financer et des journalistes et des lobbying contre le pouvoir britannique et éventuellement faire s'effondrer l'économie britannique. La même mesure a été prise par la France sur les pays africains contre les dirigeants africains qui avaient une vision de l'émergence. Et donc, autant nous disons que oui, comme je le précise encore une fois ici, nous nous orientons sur la classe politique, la politique extérieure des puissances coloniales. Il n'y a pas que la France, l'Allemagne, etc. C'est pareil. Le premier génocide du XXe siècle a été commis par les Allemands sur les tribus Herero et Nama en 1904. Ils s'en sont excusés en temps. Ils s'en sont excusés à moitié. La ministre Heide Maritzoil y était en 2009 et elle reconnaissait environ 9000 personnes assassinées. Pourtant, dans les faits, c'est 80% de la population Herero et Nama qui ont été massacrés. Les Allemands fonctionnaient sur ce qu'ils appelaient le Vernichtungsbefehl, l'ordre d'extermination, tiré à vue, sans sommation sur tout ce que vous voyez. Hommes, femmes, enfants, n'épargnez même pas les bébés. C'est l'ordre qu'avait reçu le général Lothar von Trotha, envoyé par l'Empire allemand. Et donc, nous sommes dans la logique de nous dire, étant donné que lorsqu'on a eu des dirigeants qui nous sont conseillés aujourd'hui par les grandes puissances, les mêmes grandes puissances, puisque la politique de ces dirigeants n'arrangeait pas la politique impérialiste, la politique d'exploitation des ressources par ces grandes puissances, là les mêmes les ont mis hors d'état de nuire, ou du moins ont essayé. Et donc là, on a affaire à un double jeu où on nous dit aujourd'hui que, bon, vu votre incapacité à résoudre vos problèmes, nous allons venir vous aider, alors que vous ne nous avez même pas invités. Nous disons que non.
résolvez, si les soldats français s'ennuient, qu'ils aillent résoudre les problèmes en Ukraine, qu'ils aillent résoudre les problèmes, je ne sais pas, dans leur environnement immédiat. Nous, en Afrique, on a une problématique du questionnement sur l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui les conflits, notamment la guerre contre le terrorisme, parce que, sans citer certains pays, curieusement, le terrorisme semble s'arrêter pile à la frontière avec certains pays de notre continent qui semblent plus conformes aux puissances occidentales. Donc, c'est de ça qu'il est question dans un premier temps. Et pour terminer, certainement, on va développer aussi plus tard cette partie-là, mais il est aussi intéressant de se dire, mais si donc les gens nous disent que la colonisation était en fait un problème pour les colonisateurs parce qu'elle leur a coûté, elle leur a fait énormément de mal et que c'était en fait un service rendu à l'Afrique, nous posons la question, pourquoi quand on a donc voulu les chasser? Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Mali. Oui. Le cas du Niger, pareil, M. Sylvain était ambassadeur français au Niger, alors que le Covid était passé, a dû subir 4 semaines de confinement volontaire parce qu'il refusait de quitter le pays. Oui. Sinon, la colonisation vous pose... Parce qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On me dit que c'est la fin de la première partie. On revient dans quelques petites secondes pour poursuivre notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré au décryptage des propos tenus il y a quelques petites semaines par le général français François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées et grand chancelier de la Légion d'honneur, actuel grand chancelier français de la Légion d'honneur. L'homme appelle la France et l'Europe à aller recoloniser l'Afrique d'ici quelques années. Nous sommes donc de retour pour poursuivre notre décryptage parmi les leaders du continent qui ont réagi aux propos du général français. Il y a le président de la transition Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. On écoute rapidement ce qu'il dit et on en parle après. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la patrie. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça la colonisation. Il faut décoloniser nos mentalités. Il faut avoir un autre discours. Et l'éveil des consciences, nous sommes là pour ça aussi. Il ne s'agit pas juste de faire la guerre, de rester dans cette même mentalité, parce que vous serez colonisés encore si on reste dans ça. Il faut qu'on se décolonise. C'est cette guerre que nous menons. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous comprendrez aisément. Parce que le terrorisme, il sera vaincu. Et lorsque les mentors se rendent compte... Lorsque les mentors se rendent compte qu'il est en perte de vitesse et qu'il sera vaincu, ils sont en train de s'organiser pour venir eux-mêmes faire le combat ici. Eh bien, nous nous préparons, nous sommes prêts, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice. Nous sommes prêts, nous nous préparons, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice suprême, dit le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Louis Georgetin, vous vouliez d'abord réagir par rapport à la question à laquelle répondait Claude Wilfried et Kanga, notamment en ce qui concerne la conception du statut juridique des États africains, puisque le général met en parenthèse le droit à l'autodétermination, le droit au respect de la souveraineté, le droit au respect de l'intégrité, en appelant en 2024 à les recoloniser les États africains.
On se souvient que le candidat Macron, en 2017, avait déclaré que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ah. On dirait qu'il a oublié ce propos. Mais en fait, c'est faux. La colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, c'est une succession de crimes contre l'humanité qui ont commencé depuis la fin du XVe siècle et dont certains continuent encore aujourd'hui. Dans le contexte français, ça a commencé avec le génocide des autochtones dans les Amériques, Haïti, Martinique, Guadeloupe, etc. Il y a eu évidemment la déportation, l'esclavage, qui sont des crimes coloniaux. Déjà, c'est la première vague de colonisation. Et puis une deuxième vague qui commence, 1830 l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Congo, l'Indochine, bref, jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, on en parle en ce moment. Bien sûr. Et donc, tout cela, ce sont des crimes contre l'humanité différents les uns des autres. Bien sûr. Ce qui s'est passé en Indochine, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville ou ce qui s'est passé ailleurs. Oui. Donc c'est une succession de crimes contre l'humanité. En France, la Shoah a été reconnue. L'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité, mais que dire des autres crimes contre l'humanité? Donc c'est pour cela que dans les mois qui viennent, nous allons porter une initiative pour que tous les crimes contre l'humanité, sans exception, pour qu'on arrête avec le 2 poids 2 mesures, puissent être reconnus comme tels. Et si cette loi passe, parce que nous allons la porter, non seulement en France, mais dans d'autres pays, eh bien, des propos comme ceux du général Lecointre pourront être qualifiés d'apologie de crimes contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, son propos bénéficie d'une certaine impunité, parce qu'on n'a pas qualifié juridiquement la colonisation. Donc quand il dit la colonisation, c'est pas grave, ou même quand il dit au contraire, c'est bien, d'ailleurs, il faut le refaire, nous sommes dans l'apologie de la commission d'un crime contre l'humanité. Donc ce ne sont pas des propos qu'il faut prendre à la légère ou qui doivent susciter une indignation, ils doivent susciter une réaction, oui, une réaction politique et juridique. L'élément d'analyse qu'il faut ajouter à ce que vous dites, il ne demande pas d'aller le faire de façon délibérée. Il pose l'Afrique comme un problème, comme une menace pour l'Europe. Donc il vous dira qu'il est plutôt dans un état d'esprit de légitime défense, c'est-à-dire la Mais si vous avez une loi qui oui. dit la colonisation a été une succession de crimes contre l'humanité, toute personne Absolument. demandant qu'on aille coloniser Oui. sera dans la propagande pour faire un crime contre l'humanité. Donc il faut qu'on puisse se doter, non seulement au-delà de l'émotion légitime, bien sûr, mais d'un arsenal juridique international, en France, mais dans tous les autres pays concernés. Et c'est pour cela que des propos comme cela pourront demain tomber sous le coup de la loi. Francis Moketo, une question simple. Disons-nous les choses simplement, mais surtout honnêtement. Est-ce que l'Afrique elle-même, les dirigeants africains eux-mêmes, ne font pas ou n'ont pas fait dans la gouvernance qui est la leur ces 30 dernières années, et même avant, le lit à ce genre de discours politique? Dès lors qu'il y a le moins de problèmes, c'est nous-mêmes qui faisons appel à l'armée française. Et d'ailleurs, si on commence par le commencement, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny dit au général de Gaulle, moi je veux bien en Côte d'Ivoire un bataillon français pour me protéger et pour protéger les frontières de mon pays. Le général de Gaulle lui a dit ça va vous coûter cher. Peu importe, il a accepté le 43e BIMA, est aujourd'hui installé à Abidjan et dans le cadre d'un accord militaire entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça, ce n'est pas la France qui l'a imposé. Vous avez aussi beaucoup d'autres pays qui ont accepté effectivement de faire le jeu que des bases françaises s'installent sur le continent. Et on a vu que lorsque le terrorisme a voulu frapper durement le Mali jusqu'en son cœur à Bamako, Diokonda Traoré n'a pas fait appel à l'Afrique du Sud, au Nigeria, à l'Algérie ou au Maroc. Les Maliens ont fait appel à l'armée française, en tout cas officiellement. Est-ce que nous-mêmes, quand on examine le parcours politique de nos rapports à la France, nous n'avons pas nous-mêmes montré qu'au fond, on veut bien rester sous le joug de l'ancien colonisateur? Alors, il faut revenir à quelque chose d'important. Je vais citer l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui disait qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Et il n'y a pas de développement sans sécurité. Ouais. Ça veut tout dire.
C'est-à-dire que, à partir du moment où on a posé ce paradigme, l'Afrique doit faire la course contre la montre pour endiguer de manière radicale toutes les formes d'insécurité qui fait appel d'air à ces soi-disant mentors. On a vu tout à l'heure avec le président Ibrahim Traoré qui dit qu'il faut décoloniser les mentalités. Absolument. Il vient de dire quelque chose de profond en disant que quand nous allons vaincre le djihadisme, les mentors viendront eux-mêmes nous combattre. Et nous devons résister à cela pour construire nos armées, pour nous battre, pour faire de telle sorte que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de recolonisation. Donc il y a quelque chose d'important. Je dis encore, je disais tout à l'heure que les afro-pessimistes infantilisent, trouvent des peccadilles, trouvent des boucs émissaires pour justifier leur intérêt. La défense d'intérêts dont lui l'a dit. Il faut aller en Afrique, défendre nos propres intérêts. Le président Ibrahim Traoré l'a bien dit, que finalement, il faut faire l'inverse. Si nous continuons dans les guerres, alors on va jouer leur jeu, on risque de perdre. Il faut décoloniser les mentalités. Et là, c'est là où est la question, la responsabilité effectivement des États africains, ceux-là qui en fait se cachent derrière ce rideau de protection que propose l'Occident pour dire que je dois rester ad vitam aeternam au pouvoir avec la protection de ceux-là qui m'ont mis au pouvoir. On voit le cas du fils d'Idriss Déby, qui a hérité du pouvoir de son père par un coup d'État constitutionnel installé au pouvoir. On n'a même pas respecté la Constitution qui permettrait au président de l'Assemblée de prendre effectivement les rênes et organiser dans les 60 jours une élection digne de ce nom. Mais aujourd'hui, les règles du jeu sont biaisées. Il est venu au pouvoir par effraction et aujourd'hui s'est maintenu dans une fraude électorale qui l'installe et qui peut-être va l'installer pour des années. Ça veut dire que la praxis politique de certains gouvernements africains encourage effectivement la résurgence de tels discours politiques tels que tenus par le général. Mais s'il faut distribuer les proportions entre la faute des dirigeants africains et cette élite française qui croit qu'il faut repartir aux sources pour pouvoir mieux se servir, il y a... vous savez, en communication, quand vous indexez, il y a 3 doigts vers vous, et il y a une grande part de responsabilité pour ces leaders africains, pour ces présidents africains, qui sont d'ailleurs, pour certains, accrochés au pouvoir depuis plus de 40 ans. Est-ce qu'en Europe, vous avez vu ça? Non. Donc, on est dans des formes de démocrature, pas des démocraties, c'est-à-dire que, toi, je m'installe et quand je m'installe, je vais m'installer à vie. Nous avons des exemples des pays comme le Gabon ou des pays comme le Cameroun où nous avons une classe politique vieillissante qui est là, qui s'accroche jusqu'à peut-être à la mort du président camerounais. Nous avons vu le président Bouteflika en Algérie aller voter sur des chaises roulantes. Donc c'est criarde. Les Africains ont leur part de responsabilité. Ils doivent effectivement en prendre conscience et rejoindre les propos du général. Et se respecter davantage pour être respecté. Parce que pour être respecté, il faut se respecter soi-même. On est dans ce tourbillon. Vous savez, dans l'eau trouble, on a plus de facilité d'attraper les poissons que dans l'eau claire. Et donc, effectivement, aller s'aimer la zizanie, le trouble dans certains pays permettent effectivement de pêcher. Et d'ailleurs, tous les théâtres de guerre aujourd'hui sont des pays qui sont richement, qui sont très riches en matière de ressources du sol. Très rapidement, et Claude Wilfrid et Kanga, avant que je te passe la parole à Louis-Georges Tin, à quel moment la rupture
dans la doctrine sécuritaire des Européens est intervenu. On se souvient encore dans les début des années 2000, et quand les Américains envahissaient l'Irak, l'Afghanistan, etc. Moi, je me souviens, j'étais encore jeune étudiant en sciences politiques en Allemagne. Le chancelier, non, pas le chancelier, le ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, disait « Demokratie kann man nicht durch Bomben in die Seele der Menschen einpflanzen ». Il est absurde de vouloir semer par les bombes la démocratie dans l'âme des peuples. Oui. Et à partir de quand est-ce qu'il y a rupture pour que ce général nous dise aujourd'hui « Non, ce n'est plus la démocratie notre problème, mais c'est nos intérêts ». Alors, il n'y a jamais eu de rupture en soi, il y a juste une approche moins subtile à travers le temps. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la politique internationale des puissances occidentales et ça a été évoqué plusieurs fois ici. Lorsque M. Joschka Fischer dit cela, Démocratie kann man nicht Bomben in die Seelen der Menschen einpflanzen. On ne peut pas semer la démocratie dans les âmes des personnes à travers les bombes. Dans la foulée, l'Allemagne est en Afghanistan. Ils arrivent en Afghanistan au début des années 2000 également. Ils disent qu'on va faire 6 mois et après ça sera réglé. Ils y ont passé une vingtaine d'années pour qu'au final les talibans reviennent au pouvoir. Donc ils sont eux-mêmes hypocrites dans cette doctrine-là parce qu'il y a un discours qui veut donner l'impression à la face du monde que bon, nous, on n'est pas là pour déstabiliser, on n'est pas là pour intervenir, on est là pour éventuellement aider si on nous appelle à l'aide, mais dans le fond, on respecte les principes démocratiques. Sauf que la réalité de la chose, c'est que les Américains, hors leurs intérêts au Moyen-Orient, au Proche Moyen-Orient, chaque pays a plus ou moins sa chasse gardée. Lorsqu'aujourd'hui, M. Lecointre parle d'intervenir en Afrique, ce n'est pas qu'il y ait une rupture, c'est que le point focal de la France, en tout cas de la classe politique française, de l'État français, c'est justement le précaré colonial en Afrique actuelle. C'est comme les Américains et le Moyen-Orient. C'est comme la Russie, si vous voulez, et toute la zone autour. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui a changé. Véritablement. Il n'y a rien qui a changé fondamentalement. On est dans une continuité absolue. Au moins, M. Lecointre, comme je le disais, a l'honnêteté de dire on y va pour nos intérêts. Et ça permet de clarifier 2-3 points. Le premier, c'est que, parce que je l'entends déjà venir, pour ceux qui vont écouter l'émission sur ce plateau, ils vont dire « Ah, ces Africains-là, ils se victimisent. » Nous devons, dans le paradigme de décolonisation des mentalités, dire aussi aux Africains de refuser qu'on leur dit qu'ils se victimisent. Nous faisons ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Tout le monde le fait. Actuellement, il y a eu le massacre du 7 octobre, horrible évidemment, et aujourd'hui les victimes portent encore le deuil de ce massacre-là. Mais pourtant, par vengeance, l'État qui a subi les victimes du 7 octobre a exterminé par représailles 40 fois plus. Dans le camp adverse, on y a 40 000 victimes du côté de la bande de Gaza par rapport à 1000 victimes environ du côté de l'État d'Israël. Et malgré tout, les familles, et elles ont raison de porter le deuil, de faire ce devoir de mémoire-là. À plus forte raison, dont l'Afrique, qui ne s'est pas vengée à hauteur de 40 fois ce qu'elle a subi, a toute les légitimités au monde de faire le devoir de mémoire. Lorsque vous débarrassez du devoir de mémoire, vous occultez l'histoire et vous n'avez plus de fondement. Ici, à Paris, vous avez la station de métro Stalingrad qui commémore la bataille de Stalingrad. Vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure. On a 2711 tombeaux à la Potsdamer Platz à Berlin qui commémorent la Shoah. On a ici au centre-ville la colonne Vendôme qui commémore la bataille d'Austerlitz. On est au début du 19e siècle. Et on dit aux Africains, tout le monde peut commémorer, sauf vous. Mais pas vous. Et vous ne devez pas commémorer alors que dans le présent, les gens qui sont venus chez vous par intérêt recommencent le discours officiel qui dit « on va mettre de nouveau les pieds sur votre sol par intérêt ». Le deuxième élément, peut-être pour approfondir là-dessus, c'est de se dire il faut également, dans la logique de décoloniser les mentalités, préciser que ce que monsieur Lecointre dit obéit, mais à la lettre, à la mentalité qui a prévalu au moment de la colonisation, c'est-à-dire montrer au peuple colonisé que nous leur sommes supérieurs. Et comme nous leur sommes supérieurs, nous avons le droit d'occuper leur sol, nous avons le droit de commettre tout type d'exactions sur leurs femmes, sur leurs enfants, nous avons le droit de leur imposer notre civilisation. En fait, c'était un gars absolu pour les colonisateurs. Quand les Français arrivent en Algérie, monsieur Justin en a parlé tout à l'heure, en 1830, c'est une razzia, c'est une campagne d'extermination incroyable, une violence inouïe. Ils font plus tard de l'Algérie un département français. En
45, mais sans donner, à la fin, en tout cas à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais sans donner aux Algériens les mêmes droits que eux, ceux qui vivaient là, ceux qu'on appelait les pieds noirs, les mêmes droits dont ils jouissaient. Et donc aujourd'hui, il faut que l'Afrique aussi garde à l'esprit que décoloniser les mentalités, ça signifie celui qui est arrivé chez moi sans mon avis est arrivé chez moi parce que lui, il avait de l'intérêt à être là. Rien que démographiquement, c'est 1 million de personnes qui sont arrivées en Algérie lors de cette période, pendant la guerre d'Algérie. Ils ne sont pas arrivés là parce qu'ils souffraient plus en Algérie qu'en France, mais parce que ça leur donnait un avantage, ne fût-ce que du point de vue du peuplement. Et là, je ne parle que de ce volet-là, évidemment. Si on doit mentionner les arcanes économiques, géostratégiques, sur le point de vue des matières, on n'en finirait pas. Jamais, c'est vrai. En gros, le résumé de ce que vous dites, Claude Wilfried et Kanga, c'est que le discours de la BOL où François Mitterrand réunit les dirigeants africains et leur dit « Écoutez, vous n'allez pas pouvoir vous développer sans démocratie. Si vous voulez vous développer, il faut passer par la voie de la démocratie. » Il était sincère, et là je vous pose... Il était sincère vraiment avec ses homologues africains quand il leur disait ça. Ou bien, encore une fois, comme il dit Kanga, ça n'a jamais changé. Il disait le contraire de ce qu'il pensait ou de ce qu'il croyait profondément. Alors, je ne suis pas en mesure de sonder les reins, mais le bilan de François Mitterrand en Afrique est quand même plus que terni par la complicité de la France au Rwanda. Donc, il dit aux Africains, il faut faire des démocraties, mais il soutient un génocide. Nicolas Sarkozy a, du bout des lèvres, en partie reconnu une faute, mais ce n'est pas une faute. C'est une complicité de crimes contre l'humanité. Donc, la réalité, c'est que, et je vous rejoins tout à fait, un article du Monde, un dossier très bien fait il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois, montrait que depuis les années 60, les opérations extérieures de la France n'ont pas cessé, et même elles sont de plus en plus nombreuses. Depuis les indépendances. Depuis les indépendances. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que ce sont des traditions anciennes, voilà, mais qui sont un peu résiduelles, qu'il y en a de moins en moins. C'est l'inverse, il y en a de plus en plus. Par ailleurs, au moment où Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il l'a dit, ce n'est pas une guerre, c'est une opération extérieure. Et tout le monde a dit, mais c'est un scandale, il se moque de nous. Mais la France fait exactement la même chose. Ce sont des guerres, Monsieur Lecointre lui-même le dit, il dit, la France ne vit pas en état de guerre, mais nous, qui sommes soldats, nous sommes en train de faire la guerre. Donc ce sont des guerres que la France a menées depuis 1960, et la France est, avec les États-Unis, le pays qui a mené le plus de guerres dans le monde depuis les années 60 et même un peu avant. Donc il y a là un problème structurel qu'il faut poser. Heureusement, il y a aujourd'hui des juridictions internationales qui semblent renforcées. Nous avons vu l'Afrique du Sud. C'est ça. Et ça fait partie des bonnes nouvelles que vous avez pour nous dans cette émission. Absolument. Le multilatéralisme gagne en ce moment en crédibilité. Qui aurait pensé il y a 2 ans qu'un pays africain, fût-ce l'Afrique du Sud, aurait l'audace de mettre en cause devant la Cour internationale Israël, qui est quand même le gendarme des États-Unis. Il fallait une certaine audace. Pour le protéger, on va dire. Et du coup, il se trouve que non seulement ils ont eu l'audace de le faire, mais cela a été pris assez au sérieux, je pense. Et il y a déjà, sinon une victoire juridique, mais une victoire morale qui a été gagnée dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle de ce génocide. Deuxième exemple, ne restons pas qu'en Afrique. J'ai vu récemment le Nicaragua, petit pays d'Afrique centrale, mettre en cause qui ? L'Allemagne, grande puissance internationale, pour complicité de génocide, puisque l'Allemagne envoie des armes à Israël et qu'il y a, selon le Nicaragua, un génocide en cours. Eh bien, j'étais très surpris qu'un pays comme le Nicaragua ait l'audace d'attaquer un pays comme l'Allemagne. Eh bien, non seulement ils l'ont fait, mais en plus, l'Allemagne a eu tellement peur de cette mise en cause qu'elle a décidé de rétablir les financements qui avaient été suspendus au détriment de l'Agence de l'ONU pour les Palestiniens. Et plusieurs pays, dont la France, avaient suivi l'Allemagne. Vous savez, Israël avait dit, oui, les gens de l'Agence de l'ONU sont complices. Voilà. Jusqu'ici, on n'a toujours pas vu les preuves d'ailleurs. Mais nous, on n'est pas qualifiés pour se prononcer sur cette enquête-là. Mais n'ont pas produit les preuves. Voilà. On attend toujours. Oui. En tout cas, les financements allemands avaient été suspendus, les financements français, anglais, américains. Et quand l'Allemagne a été mise en cause devant la juridiction internationale, eh bien, elle a été effrayée et elle s'est empressée
de rétablir les financements pour qu'on ne puisse pas trop l'accuser de partialité dans la commission de crimes contre l'humanité. Donc, on voit par là qu'il n'y a pas de petits pays. C'est ça. En fait. Il n'y a plus de petits pays. Il n'y a plus de petits pays. Mais ça, c'est une évolution positive. Il n'y a plus de grands pays qui puissent être tout à fait au-delà de la justice internationale. M. Poutine est mis en cause par le tribunal international, l'Allemagne aussi, Israël aussi, et pourquoi pas demain d'autres pays. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Le rapport Nord-Sud tend à se rééquilibrer. Je propose qu'on marque une courte pause et vous aurez le temps donc de répondre aux deux débatteurs. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont avec moi. Francis Moketo, vous vouliez répondre par rapport à Louis Jotin, enfin, apporter votre complément d'analyse à celle que vient de faire Louis Jotin. Alors, je pense qu'il a bien décrit la situation mondiale avec le changement du dispositif des blocs qui aujourd'hui, toujours dans ce sens de la recherche de l'hégémonie, la crise ukrainienne en dit long. Et on voit aussi qu'au Moyen-Orient, avec l'État d'Israël et la Palestine, ce sont des cas qui s'inscrivent effectivement dans une forme de néocolonialisme ou sinon de colonisation. Chose qui rime avec le discours du général François Lecointre. Oui. Ben, ces phénomènes existent déjà dans le passé. Nous avons vu avec le ministre Tony Blair, quand effectivement on va attaquer l'Irak sous le prétexte que l'Irak est en train de fabriquer une bombe, on fera là une guerre pour rien. On aura tué des Irakiens pour rien. On aura mobilisé des sommes colossales pour rien. Je vais juste revenir au cas africain. Oui. Que les interventions qui puisaient, celle d'aller chasser les terroristes dans leur terreau en Afrique. Quand Barkhane démarre dans les années 2013, oui. Je prends le cas du Mali. Le Mali était occupé à 30%. Quand la France part, le Mali est infecté à plus de 80% et la contagion touche les autres pays tels que le Niger, tels que le Burkina Faso. Quand la France part, ça veut dire quoi? Quand la France arrive là-bas, vous voulez dire? Non, quand la France quitte. Ah, quitte le Mali. Il faut faire le bilan. Oui. Parce que quand le général Lecointre parle de la dislocation des outils de gouvernement, parle des guerres, parle de cette sorte d'envahissement de l'Europe d'ici à 10 ans ou 15 ans, par des Africains, oui. Par des Africains, on constate que finalement, que par le moyen des armes, on n'endigue pas les problèmes des violences, quelles qu'elles soient. C'est vrai. Le passé récent nous l'a montré. On a vu que dans le cas de l'État d'Israël avec la Palestine, ils n'ont pas tenu leur promesse d'éradiquer le Hamas. Bon. Sans parler de la Libye. Sans parler de la Libye, oui. Où la Libye est devenue pratiquement un terrain de jeu des djihadistes. Et aucune personne ne peut régler le problème de la Libye que les Africains eux-mêmes. Vous êtes en train de nous dire que nulle part la solution militaire n'a été la plus efficace. La solution militaire n'a jamais réglé les problèmes. Ce n'est qu'un alibi. Il faut apporter le trouble dans un État pour pouvoir en profiter au maximum. Et ça, c'est très important. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous avez parlé des années Mitterrand
de la conférence d'Abol. Oui, en juin 1990. Qui demande la démocratisation des pays africains pour leur donner plus d'aide au développement. D'aide au développement. Mais ça a été une catastrophe. C'est une conditionnalité. Ça a été une conditionnalité. C'était une conditionnalité. Qu'est-ce qui a été une catastrophe? La démocratie? Aujourd'hui, on peut parler de ces crises d'État et des crises des démocraties. Ah oui, oui. Mais est-ce que ça remet en cause le principe même de la démocratie? Ça ne remet pas en... voilà. C'est là où je voulais venir. Voilà, qu'aujourd'hui, les États africains ont fait un grand pas vers la démocratie. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est souvent des crises internes à ces États. La contestation des résultats, le tripatouillage des constitutions, vouloir rester ad vitam aeternam avec des mandats truqués, avec des élections truquées. Et cette contestation venant des opposants, venant du peuple qui aujourd'hui n'a pas effectivement tout ce qu'il veut, de l'eau, de l'électricité, à manger, de l'emploi, ainsi de suite. Tous ces problèmes sont balayés par ceux qui dirigent et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans ces... Comment on règle ça? Comment on s'en sort? Mais pour s'en sortir... Ce rapport compliqué que nous avons à nos constitutions. Nous avons aujourd'hui un exemple au Sénégal. Oui. Voilà. Mais à quel prix? Voilà des dizaines de Sénégalais ont d'abord été assassinés par la force répressive de leur propre police avant que l'alternance ne s'obtint. Où se trouve-t-il le président déchu? Ah oui, ça, on peut le... Il est sorti plus vite qu'il était rentré, il est parti. Il est en exil aujourd'hui, laissant le pays à 2 jeunes. Et vous y voyez quelle solution? Quelle est la solution que vous pensez formalisable en ce qui concerne les crises constitutionnelles? Mais il faut bien entendu que l'Afrique puisse disposer de sa force propre militaire. Il ne faut plus aller demander de l'aide ailleurs. Vous savez, dans le schéma actuel, vous avez un litige dans votre... Je prends l'exemple de 2 voisins où il y a un litige. L'autre voisin qui vient aider celui qui a le litige, il va pour s'installer. Installer des bases, installer ceci. Mais c'est anormal. On est dans une anomalie, on est en difficulté où, malheureusement, au lieu de venir régler les problèmes qui se posent, on devient une armée d'occupation. On devient une armée d'occupation et on est là pour aussi profiter de toutes les ressources minières du sol quand on arrive sous le prétexte d'une armée d'occupation. Je pense qu'en fait, ce que vous dites est très important et a été parfaitement illustré par la guerre du Niger qui n'a jamais eu lieu. On s'en souvient, lorsqu'il y a eu le coup d'État contre M. Bazoum au Niger, la France a dit « il faut sauver la démocratie ». Bon, alors il y a des coups d'État dans beaucoup de pays, je ne sais pas pourquoi spécialement au Niger, il faudrait sauver la démocratie plus qu'ailleurs. Mais enfin, et plusieurs pays d'Afrique, de l'Ouest, ont soutenu cette initiative. On s'en souvient. Eh bien, ça c'était la CEDEAO. C'est ça. Mais il y a eu le Conseil de sécurité de l'Union africaine qui s'est tenu et qui a sommé tous les pays qui étaient pour la guerre en Afrique, de voter cette fois-ci contre la guerre. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait que la France, qui voulait évidemment, pour les intérêts énergétiques que l'on sait, pas tellement d'ailleurs les mines d'uranium, mais plutôt le gaz, enfin, je n'entre pas dans ces détails, toujours est-il que la France n'a pas pu trouver une seule faille, une seule brèche pour s'engouffrer. Pourquoi? Parce que le vote à l'Union africaine s'est fait non pas à la majorité, mais à l'unanimité. Et au départ, on pouvait se dire, mais il y a là un match perdu d'avance, le Niger, un des pays les plus pauvres d'Afrique, la France, un des pays les plus puissants au monde, et donc le pauvre petit Niger va se faire écraser. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, et c'est une première dans l'histoire, toute l'Union africaine, tous les pays d'Afrique ont fait bloc. Donc ça revient à ce que je disais, il n'y a pas de pays qui soit petit du moment qu'on a des alliances, du moment qu'on a le courage de faire bloc, de faire front. Et c'est la première fois dans l'histoire de France en Afrique que l'on voit non pas qu'une guerre échoue, mais qu'elle n'a même pas commencé. Et ça, pour le coup, c'est une victoire dont on n'a pas suffisamment pris la mesure.
Le fait que la CEDEAO, enfin, la CEDEAO, évidemment, n'ait pas pu intervenir militairement au Niger, ça a été une victoire. Qu'elle ait voulu intervenir, mais que l'Union africaine l'en ait empêché et que du coup la France n'ait pas pu commencer sa guerre, c'est une victoire énorme, j'ai envie de dire invisible. Parce que mettre un terme à une guerre, ça se voit. Mais empêcher la guerre de commencer, ça ne se voit pas, mais c'est beaucoup mieux. Alors, et donc, là, il y a une victoire formidable de l'Afrique, une victoire géopolitique majeure, comme on n'en avait jamais vu. Elle passe un peu inaperçue, mais je crois que c'est un des marqueurs de ce rééquilibrage nord-sud dont je parlais, et qui montre que l'Afrique est de plus en plus forte, pas assez bien entendu, mais de plus en plus forte. Vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement? Juste pour dire qu'il faut renforcer les capacités de défense des armées africaines qui, aujourd'hui, en fait, sont sous-équipées. Ça, c'est un vrai problème. Parce que quand une armée est sous-occupée, elle est vulnérable aux forces extérieures. Sous-équipée, vous voulez dire? Sous-équipée, oui. Oui, mais le projet de force africaine en attente, qui est toujours en attente depuis le début des années 2000, là aussi, il y a un véritable déficit en termes de volonté politique, de volontarisme politique, pour mettre cette force depuis Moussa, l'ancien président malien de la Commission de l'Union africaine, son nom m'échappe, il a été président au Mali d'abord avant de prendre la tête de la commission. Son nom me reviendra. Il a engagé à la tête de l'Union africaine des réformes extraordinaires qui, évidemment, Alpha Ouma Konaré, merci, qui, évidemment, prévoyait l'installation, la mise en place de la force africaine en attente. Mais elle n'a jamais véritablement eu lieu, cette force africaine. Mais en dehors de celle-là, je parle du renforcement des armées nationales. C'est-à-dire que les États doivent se défendre elles-mêmes. Oui. Le cas du Niger, qui a été un des cas de bravoure, qui a effectivement lutté contre les institutions sous-régionales, qui ont demandé à la junte militaire de plier bagage et de laisser l'ordre constitutionnel se poursuivre. Oui, mais Monsieur Francis Mouketo, ce qui est intéressant, c'est que il faut peut-être, à partir du schéma que vous esquissez, passer à une étape supérieure. Et c'est ce que les Européens sont en train de faire en ce moment, en parlant de l'Europe de la défense ou de défense européenne. Il faut une défense africaine. On ne peut pas s'en sortir avec nos petits États, nos petites armées de 6 000 hommes ou de 5 000 hommes. On ne peut pas s'en sortir. Et vous avez vu le cas de l'Iran avec l'État hébreu. Ah ben, il n'y a pas encore eu de confrontation militaire. Mais il y avait une réponse militaire véritable. Pour dire que finalement, je suis un État, je ne peux pas être aliéné, je ne peux pas être piétiné, je ne peux pas servir de marche-pied tout le temps. À un certain moment, mais l'Iran est un grand pays. Mais l'Iran est un grand pays. Mais l'Afrique a des moyens. L'Afrique a des moyens de se développer. Absolument, absolument. L'Afrique a des moyens. Une des perspectives pour régler le problème, c'est le renforcement de ses capacités, nationales, la formation, l'équipement et les réformes pour rendre les forces de sécurité plus efficaces et plus dissuasives. Et ça, c'est très important. Quand vous avez la bombe atomique chez vous, eh bien, vous êtes respecté par les autres. Et ça, c'est important. C'est ça, la force militaire. Et les États africains devaient redoubler, devaient monter en puissance dans les budgets militaires pour pouvoir faire face à des incursions extérieures. Sauf que chez nous, tout est lié. Tout est lié, il n'y a pas encore assez d'eau potable pour tout le monde. Les soins de santé primaires sont encore inexistants dans de nombreux pays. En tout cas, il y a des problèmes existentiels à régler. Au-delà de tout ça, Claude Wilfried El-Kanga et Kanga, quand on ne veut pas que les gens prennent le prétexte politique pour intervenir, il faut respecter, il faut inculquer dans l'esprit des gens le respect de la loi, notamment de la loi constitutionnelle, pour favoriser l'alternance au pouvoir, que les mêmes personnes ne s'arrogent pas le droit de rester au pouvoir indéfiniment. Vous le dites très bien dans ce livre. Tu dois être impliqué. Le récit d'une folle campagne. Folle campagne, vous entendiez campagne électorale. Et dans votre pays, vous avez été le porte-parole d'un candidat, Maurice Kamto du MRC, qui, depuis des années, se bat pour l'alternance dans votre pays, le Cameroun. Oui. Mais on vient bien de voir que des forces politiques de votre pays viennent
d'exprimer le souhait de voir le président Paul Biya faire quoi? Ça va être quoi? Un 8e mandat? C'est ça? Nous avons arrêté de compter à un moment donné parce que c'est depuis le 6 novembre 1982. Ça fait 42 ans. On ne compte plus en termes de mandat parce que le mandat est d'ailleurs passé à un moment donné du quinquennat au septennat. Donc voilà, Paul Biya dit qu'il était le meilleur élève de la France, sauf qu'il n'a pas opéré la même transition de la France qui est partie du septennat au quinquennat. Chez nous, on a plutôt une sorte d'inversion des pôles. Nous sommes partisans de la démocratie, évidemment, dans le cas du Cameroun, mais je vais y apporter une nuance à ce que vous venez de présenter, c'est-à-dire, personnellement, dans un État où le suzerain en place consacrerait sa vie à l'essor et à la prospérité économique, sociale, professionnelle de ses habitants, je n'aurais aucun problème avec un dirigeant qui fait 1000 ans au pouvoir. On est d'accord. C'est ce que M. Choguel Kokala Maïga au Mali dit, il faut sortir de l'angélisme. On est totalement d'accord. L'exemple que vous prenez sur François Mitterrand dans le cas du discours de la Baule de 90, en fait, il est très hypocrite dedans parce que les présidents à qui il s'adresse sont des gens qui ont été installés là par ses soins. Nous avons monsieur Yademania Singbe au Togo, qui est là depuis les années 70, après l'assassinat de Sylvanus Olympio en 63. Donc, il a une grande pratique de la France et c'est un grand ami de toute manière. Jacques Chirac ira en 2005 au décès de Étienne Yademania Singbe. Nous avons au Gabon monsieur Albert Bernard Bongo alias Omar, que la France aime beaucoup, qui est un digne héritier de Léomba et de toute cette tradition. Nous avons... au Cameroun, justement, vous parliez du Cameroun, nous avons au Cameroun Paul Biya qui est là depuis 1982. Il faut savoir que François Mitterrand, il aimait beaucoup Paul Biya. Amadou Ahidjo et François Mitterrand ne s'entendaient pas du tout parce que Amadou Ahidjo avait un amour politique incommensurable pour le général de Gaulle. Il disait à Mitterrand que toi, si tu accèdes au pouvoir, moi, je ne mets plus les pieds en France, c'est promis. Et donc quand Mitterrand accède au pouvoir en 81, ça se gâte considérablement entre le Cameroun et la France. Et donc, les pressions sur Amadou Ahidjo le conduisent à inventer cette pseudo-maladie qui, l'année suivante, le font partir du pouvoir en 82. Donc, quand M. Mitterrand dit en 90, oui, la démocratie et tout, c'est pour faire joli aux yeux du monde, mais il sait que ceux qui sont là, de toute manière, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est la consolidation des acquis économiques de la France. La dévaluation du franc CFA surviendra d'ailleurs quelques temps plus tard en 1994 sur ordre de la France sous Édouard Balladur parce que les intérêts de la France concordaient avec une nécessité de dévaluer la monnaie à ce moment-là et de passer à la moitié de la valeur que le franc CFA avait à l'époque. Ça a été ordonné par le même Mitterrand et exécuté par les ministres des Finances du Cameroun, justement au Sénégal, à Dakar, sous Abdou Diouf, qui était lui aussi un président qui avait une belle pratique de la France, le prédécesseur d'Abdoulaye Wade et successeur de Léopold Sédar Senghor. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. C'est pour ça que nous, les Africains, intrinsèquement, nous avons observé que ceux qui prônent la démocratie en Afrique ne la respectent pas tant que ça. Vous avez parlé du Tchad tout à l'heure. La constitution du Tchad, elle est flambant neuve. Elle avait été réformée le 14 décembre 2020 et elle consacrait que c'est le président de la Chambre qui assure l'intérim en organisant de nouvelles élections. Président de l'Assemblée nationale. Oui, de l'Assemblée nationale, la Chambre basse à la mort du président en exercice. Lorsqu'en avril 2021, M. Idriss Déby Itno décède, M. Idriss Déby Junior arrive, M. Kaka Déby Mahamat, il arrive au pouvoir et qui est là? Emmanuel Macron, qui considère que c'est une garantie pour la stabilité du Tchad, que ce soit M. Kaka Déby, Kaka c'est son nom, la précision vaut la peine, que M. Kaka Déby soit au pouvoir. Ils ont expliqué que le président de l'Assemblée nationale n'avait pas envie d'être président. Il ne voulait pas. La question c'est, que serait-il advenu On ne va pas le forcer. Non, nous ne sommes pas... C'est un discours justement qui ne fonctionne, on dit, dans les fables de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On sait très bien que le président de l'Assemblée nationale n'avait pas les moyens techniques et politiques de dire « je m'oppose à Idriss Déby Itno Junior et à la France ». Et donc quand on voit que la France consacre le pouvoir perpétuel, c'est depuis 1990 que M. Idriss Déby le père est au pouvoir, il consacre le pouvoir perpétuel au Tchad et vient dire au Niger, au Mali que non, il faut la démocratie. On réalise que les enjeux sont précisément ailleurs. Les Maliens sont dans une logique où ils se disent si M. Assimi Goïta ou M. Abdourahmane Chani dans le cas du Niger ou M. Ibrahim Traoré dans le cas du Burkina Faso mettent en place des politiques de solidification de l'État burkinabé, résolvent l'enjeu sécuritaire et permettent au pays d'avoir un essor économique conséquent, ils se voient bien dans la logique de Singapour, où vous avez ce qu'on appelle une sorte de dictature bienveillante, avec Lee Kuan Yew qui a passé une trentaine d'années, avec Lee Hsien Loong qui a démissionné, enfin qui a quitté le pouvoir il y a à peine quelques mois, là, après 15 ans
et ainsi de suite, ou même de l'Allemagne, où il y a certes alternance, mais possibilité de se représenter autant de fois qu'on le désire. Ce qui signifie donc, comme vous l'avez dit vous-même aujourd'hui, les enjeux ne sont pas que sécuritaires. Pour créer la sécurité d'un pays, il ne s'agit pas de rendre l'armée le plus fort possible. L'armée peut même justement se muer en un monstre qui dévore ses enfants. Il faut mettre sur pied les mécanismes qui permettent aux citoyens de ne plus lorgner que sur la fonction publique. Le problème de l'Afrique est que la fonction publique dans la plupart de nos États est le premier pourvoyeur d'emplois et que le secteur économique est majoritairement contrôlé par les entreprises venues de l'extérieur. À partir du moment où vous créez un appareil économique solide et conséquent, vous détournez l'attention des populations sur l'enjeu politique. Ici, chacun a un emploi, des hôpitaux, des soins, la possibilité de se faire soigner. Croyez-moi qu'en Afrique, comme à Singapour aujourd'hui, quand vous leur parlerez de démocratie, ils vous diront mais du moment où j'ai un emploi, je peux prendre soin de ma famille, j'ai des autoroutes, des hôpitaux qui fonctionnent, je n'ai que faire de la durée au pouvoir du président actuel. Donc même sur Paul Biya, c'est davantage son incompétence politico-économique sur 42 ans que les 42 ans en soi. Il aurait permis au Cameroun, pour conclure, de rester première puissance, en fait de devenir première puissance africaine comme l'Allemagne l'est aujourd'hui, que nous n'aurions eu aucun grief contre lui. C'est pour ça que c'est important de le préciser, parce que ici en France notamment, on nous bassine avec cette histoire de démocratie. Or, nous nuançons en fonction des réalités de chaque pays. Absolument, absolument. C'est très important. Et ce beau mot de la fin, d'ailleurs, moi, depuis que je vis en Europe, je n'ai jamais vu un Libyen, en tout cas quand Kadhafi était encore vivant, vous verrez rarement un Libyen pointer à Pôle emploi ou bien se balader ici parce qu'il est sans papier, parce qu'il n'a pas d'emploi. Tout étudiant qui venait en Europe, tout étudiant libyen avait la bourse et après sa formation, il retournait travailler chez lui. Et parfois, même l'État prend en charge les frais de mariage. On loge les gens. Kadhafi faisait énormément pour son peuple. Oui, justement, et d'ailleurs, son pays, au plus fort de la crise économique de 2008, la Libye n'a pas atteint les 3% de dette justement de dette publique. C'est-à-dire pendant que c'était la crise partout en Occident, pendant que la Grèce s'est payée à genoux et humiliée devant le monde entier, en Libye, on avait moins de 2% de déficit. Et c'était l'un des seuls pays qui pouvait se targuer de résultats aussi conséquents. Au nom de la démocratie, on y allait causer un chaos qui aujourd'hui est défini par M. Lecointre comme la volonté de l'Afrique de venir submerger l'Europe, alors que ce sont les Européens qui sont allés en Afrique installer quelque chose qu'ils avaient créé dans leur propre fantasme. Mais une des façons aussi de répondre au général Lecointre, c'est que face au tableau apocalyptique qu'il a dressé, à nous aussi de faire le vrai bilan de l'Afrique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai dit, de plus en plus de pays africains se posent fortement face au reste du monde. L'Afrique du Sud l'a montré. Prenons le bilan économique. Eh bien, peu de gens savent que le PIB de l'Afrique aujourd'hui, c'est de 2800 milliards de dollars, alors que le PIB de l'Inde, c'est 2600 milliards de dollars. L'Afrique dépasse même l'Inde en termes de PIB. Donc, bien sûr, c'est plusieurs pays, mais prenons le nombre d'habitants, c'est le même nombre d'habitants. Donc, il y a le même nombre d'habitants, mais un PIB plus important en Afrique que pour l'Inde. Donc, cela mérite quand même d'être dit. Du point de vue de la démographie, lorsque la colonisation, la première vague de colonisation commence au XVIe siècle, l'Afrique représente 15% de la population mondiale. Ce chiffre, ce pourcentage s'est effondré jusqu'à 5%. Et aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 15%. Ça veut dire que la démographie africaine a retrouvé son niveau d'avant la colonisation. Donc là, je prends des indicateurs macro, c'est-à-dire la démographie, le PIB, la gouvernance et la capacité à se poser sur la scène géopolitique internationale. Nous avons là des indicateurs qui montrent que nous sommes dans la bonne direction. Alors évidemment, on peut toujours débattre, est-ce que le verre est à moitié vert, à moitié plein ou à moitié vide, mais ce qu'il faut voir, c'est la tendance. Or, la tendance, elle est plutôt favorable. Donc, moi, je vois plutôt en Europe une tendance vers le déclin, tandis que de l'autre et je vois en Afrique une tendance vers quelque chose qui est quand même plus favorable. Donc, quand monsieur Lecointre nous explique qu'il est temps qu'il vienne régler les problèmes de l'Afrique, je dis, mais peut-être que c'était vous le problème de l'Afrique, vous et vos comparses, réglez déjà les problèmes de l'Europe, qui est engagée dans un déclin, qui est engagée dans la guerre, et pendant ce temps, nous-mêmes, nous allons gérer nos affaires. Parfait. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Francis Mouketo, votre mot de la fin en quelques secondes, s'il vous plaît. Alors, je voulais juste dire que pour régler les problèmes sécuritaires de l'Afrique, il faut associer
dans ce défi multidimensionnel, une approche globale qui tienne compte de la sécurité, qui tienne compte du développement et qui tienne compte de la coopération internationale. Nous avons vu le rôle combien important des organisations sous-régionales qui arrivent à arrêter les velléités putschistes ou des velléités destructrices qui attirent finalement des discours comme ceux du général Lecointre en disant que l'Afrique est détruit tous les outils gouvernementaux, l'Afrique avec ce défi climatique, l'Afrique avec ce défi démographique. Et nous ne polluons pas l'environnement. En tout cas, les gros pollueurs... L'Afrique contribue à 5% du réchauffement climatique seulement, mais 2/3 des dégâts climatiques. Donc évoquer des problèmes climatiques pour venir nous repoliser, ce serait injuste. Ce sont des alibis. Ça, on peut au moins le... Au contraire, l'Afrique doit réclamer des réparations climatiques. C'est d'ailleurs un principe qui a été acté à Sharm el-Sheikh lors de la dernière COP. Et ce sont des alibis. Il faudra donc renforcer plutôt les institutions politiques africaines pour mieux répondre aux politiques publiques. Et ça, c'est très important. Merci. Répondre aux demandes. C'est très important. C'est vraiment aux demandes du peuple, très important. du souverain primaire. Ce que vous venez de dire. Tant qu'on ne réglera pas le problème du souverain primaire, nous aurons effectivement une force interne qui va contester les pouvoirs politiques et qui permettra cet appel d'air vers l'extérieur pour venir recoloniser. Absolument. C'est très important et je pense que c'est un beau mot de la fin. Vous trois, vous l'avez dit. Le plus important, ce n'est pas d'être reçu sur le perron de l'Élysée par le président de la République française. Le plus important, c'est de donner du travail aux jeunes, de favoriser les conditions d'études, de bonnes conditions d'études pour les élèves, pour les enseignants, pour les étudiants, donner de l'eau potable aux populations, permettre aux populations d'accéder aux soins de santé primaires et surtout respecter les lois, une justice indépendante, un État qui lutte réellement contre la corruption, c'est ça le plus important. Et cette émission, on l'a rappelé, ce n'est pas fait contre la France, ce n'est pas fait contre les Français. Sur NCA, nous n'appellerons jamais à faire du French bashing, comme on dit, du sentiment anti-français. Les Français sont en Afrique chez eux, enfin, les Français non politiques, je veux dire, ils vivent en paix, que ce soit à Abidjan, à Douala, à Libreville, à Yaoundé, où qu'ils soient sur le continent, ils vivent en paix et chacun a dans sa famille un Français au moins, une fille qui a épousé un Français, ou une Française ou un Africain, un frère qui a épousé une Française. On n'a pas de problème avec les Français de façon générale. Il y a une classe politique française, une partie de la classe politique française qui a un complexe de supériorité vis-à-vis de l'Afrique. Il faut que ça change. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça change déjà et on le voit déjà sur le continent. Vous l'avez souligné. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Et vous qui avez été en notre compagnie, si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout, abonnez-vous massivement pour nous aider à continuer de vous informer. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci à vous. Merci.